Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis David Braque, professeur de culture générale au sein de la classe préparatoire ISP et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une proposition de correction du sujet de culture générale qui a été donné dans le cadre du concours officier de police en 2023 et le sujet étant la guerre aujourd'hui. Bien, alors quelques mots de présentation tout d'abord de ce sujet que j'ai ensuite corrigé dans les grandes lignes en appliquant la méthode qui est enseignée à l'ISP. Et pour vous dire que c'est un sujet qui me semble un peu difficile à vrai dire, dans le sens où bon, on a une compréhension assez intuitive de ce qu'est la guerre, évidemment. On a une compréhension assez intuitive de ce qu'est la guerre. Et en même temps, qu'on y réfléchit un peu précisément, la définition n'est pas si facile que ça. Parce que qu'est-ce qui distingue la guerre du simple conflit? Est-ce qu'il y a des types de guerre? Est-ce que toutes les guerres, parce qu'aujourd'hui on a, enfin, voilà, on a pu parler de guerre au moment du Covid, on parle de guerre économique. Est-ce que c'est tout ça qu'on entend? Effectivement, oui, pourquoi pas d'ailleurs. Ou est-ce que finalement, le fait qu'on l'emploie un peu à tort et à travers est un peu le signe d'une perte de repère vis-à-vis de la guerre, et en tout cas c'est plus ou moins la thèse que je vais défendre dans ce qui va suivre. Mais voilà, il y avait cette difficulté parce que la guerre, ça semble tellement vaste, c'est tellement évident, en même temps, quand on y pense précisément, le sens du mot nous échappe un peu. Et voilà. Et en même temps, bon, c'est vrai qu'il y avait spontanément beaucoup de choses à dire. Et peut-être que pour se repérer, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un mot sur lequel bascule le sujet. Et là, c'est effectivement aujourd'hui. Et quand le jury vous interroge, ou un professeur, ou en tout cas un sujet, vous amène à vous interroger sur cette question un peu temporelle, bah, c'est bien qu'il y a une question de rupture et de continuité. Et c'est une question de rupture et de continuité, parce que peut-être qu'il faut essayer de faire une sorte de généalogie de la notion pour voir ce qui a changé, ce qui est en train de changer. Et c'est sûr que si on nous parle de la guerre aujourd'hui, ben, il va falloir interroger à la fois bah, la guerre en tant que telle, en tant que phénomène, dans ses formes. Et de ce point de vue-là, on voit bien que bah, la guerre aujourd'hui n'est pas tout à fait la même que celle il y a encore 70 ans, hein, parce que voilà, au XXe siècle, la question de la guerre a quand même été largement dominée par les conflits mondiaux, hein, puis par la guerre froide, et qui étaient des grandes guerres entre États, et que peu à peu, bah, l'assimilation de la guerre à un conflit entre États est peut-être plus si évidente que cela. La guerre aujourd'hui, c'est donc voilà, se dire qu'il y a des ruptures, des continuités dans les formes, mais aussi dans les représentations de la guerre. Et ça, c'est un élément qui me semble très important dans ce sujet, c'est que la guerre, c'est bah, effectivement un phénomène, mais c'est aussi des représentations, une manière de se représenter la guerre qui, en tout cas, et c'est là une des difficultés, la guerre, c'est une constante anthropologique en réalité. Hein, parce que quand on se tourne vers les prémices de l'histoire humaine, ou vers les mythes, vers la littérature, voilà, on peut penser à la guerre de Troie d'Homère, à la philosophie, hein, la philosophie politique moderne est quand même fondée sur l'idée d'un conflit originel entre les hommes, enfin une partie du moins, et je fais référence au Léviathan de Thomas Hobbes, voilà, que l'idée que la guerre constitue peu ou prou le mode de relation normal entre des hommes, des individus qui n'ont pas tous et toutes les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes valeurs, et dont les intérêts ne sont à l'évidence pas convergents. Bon, ceci étant dit, pour définir la guerre, alors il y avait effectivement la définition canonique, hein, de Clausewitz, qui est le grand penseur de la guerre dans sa forme moderne. Hein, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, mais
Mais j'ai trouvé une définition qui me semble plus intéressante parce que cette définition détaille assez précisément les grandes, comment dire, les grandes données de ce qu'est la guerre, permet de définir assez aisément le sujet, et la décortiquant en différentes dimensions permet pour chacune d'entre elles d'amener des éléments de problématique. Et donc, bon, c'est pas moi qui ai trouvé ça, j'ai piqué ça à un philosophe, voilà, bon, très connaisseur de la question de la guerre, puisqu'il a écrit des ouvrages dessus, qui s'appelle Frédéric Gros, donc un philosophe contemporain, et qui, lui, s'appuie sur la vieille définition du juriste italien Alberico Gentilis, qui, dans son De Iure Belli, en 1597, écrivait « La guerre est un conflit armé, public et juste ». Alors, c'est très intéressant cette définition parce que je vais commencer par ce qui me semble être un peu central, c'est le caractère public de la guerre, et c'est dire que la guerre, c'est l'affrontement de collectifs politiques. Et là, on rejoint la définition de Clausewitz, et on voit bien que la guerre, c'est pas tout à fait un conflit entre deux individus ou entre deux groupes d'individus, qu'il y a quelque chose en plus dans la guerre, et qu'il y a une dimension effectivement politique dans la guerre, et parce qu'elle met en jeu la concurrence, la divergence, le conflit entre des entités politiques, et du moins dans des entités collectives importantes. Et bon, de fait, ces entités collectives, depuis les traités de Westphalie, conclus en 1648, entre l'empereur Ferdinand III, la France et la Suède, à la fin de la guerre de 30 ans, c'est l'État qui s'est affirmé à la suite de ce traité comme l'acteur majeur et unique des relations internationales, et ils se reconnaissent mutuellement comme seuls interlocuteurs, si ce n'est légitime, du moins comme les interlocuteurs cardinaux de la scène internationale, et la guerre a lieu depuis l'époque moderne entre États. Voilà, donc je pense qu'on pouvait partir de ce point de vue, et en fait, ce qui est intéressant, c'est là pour voir toujours les basculements, les tensions, les paradoxes, le jeu des contraires, et les évolutions problématiques, justement pour amener à cette problématique. À l'époque contemporaine, voit se brouiller l'équation entre la guerre et l'État, et à la représentation d'un conflit opposant deux armées. Aujourd'hui, on a une multitude de guerres ou d'états de guerre, pour reprendre d'ailleurs d'états de violence, pour reprendre l'expression de Frédéric Gros, entre des groupes d'armées non étatiques, terroristes, guérillas, bandes armées, mouvements de résistance, soit entre eux, soit face à un État. Et puis l'État, par ailleurs, il se trouve aussi concurrencé maintenant par de nouveaux acteurs sur la sphère internationale, donc des grandes entreprises, et puis par les grandes institutions internationales qui essayent de réguler la guerre par le droit. Et ça, c'est des oppositions quand même essentielles. Quand on vient à penser la guerre, c'est la guerre contre le droit, enfin le droit contre la guerre, le droit étant la régulation du conflit par d'autres moyens que le recours aux armes et à la violence. Et bon, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est un mouvement qui prend sa source au XVIIIe siècle dans la philosophie des Lumières, j'y reviendrai, qui se déploie intellectuellement au XIXe, mais qui a une matérialité après la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations, puis après la Deuxième Guerre mondiale avec l'ONU, et le foisonnement des institutions internationales qu'on a connu depuis la Seconde Guerre mondiale, justement, selon l'idée qu'on ne pouvait pas laisser les États tout seuls, parce que laisser les États tout seuls sur la scène internationale, c'était reproduire en quelque sorte l'état de nature. Donc il fallait encore quelque chose au-dessus d'eux, qui, répétant le schéma de l'État au sein de la société, qui absorbe la violence et il substitue la règle de droit pour régler les conflits entre individus, et entre États, pareil, il faut, dans l'état de guerre de tous contre tous qui caractérise la scène internationale, reproduire ce schéma et réinstaurer un Léviathan, mais qui n'est jamais tout à fait un Léviathan en réalité, parce que les institutions internationales, elles dépendent encore des États qui demeurent la monade essentielle des relations internationales. Donc un conflit armé, public et juste, et c'est intéressant parce qu'une guerre, c'est pas un simple déferlement de violence en réalité.
hein, et ça c'est un écueil qu'il faut éviter, parce que vous voyez que même l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine est justifiée en fait éthiquement. Ça peut paraître étrange comme ça, mais Poutine croit, ou fait semblant de croire, mais en tout cas justifie sur le terrain des valeurs l'invasion de l'Ukraine par, par la nécessité de dénazifier le pays. Donc c'est dire que les guerres, elles sont toujours traversées par ce que Frédéric Gros toujours appelle une tension éthique. Et de ce point de vue-là, eh bien, les horreurs vécues au XXe siècle ont conduit à finalement nier cette tension éthique à la guerre, pour dire que la guerre c'est le mal absolu. Et là on retrouve cette thématique du droit, voilà, et de la morale. Et enfin un conflit armé. Bon alors c'est assez évident, mais là si on interroge les formes de la guerre et leur évolution, on voit bien que avant, et c'est ce que voyait Clausewitz, hein, Clausewitz, c'est le penseur de la guerre moderne entre États-nations, avec des armées de citoyens, de nationaux. C'est plus les anciennes armées de nobles, hein, des croisés, c'est des corps politiques entiers qui peuvent se jeter corps et âme dans la guerre. Et en cela, les guerres napoléoniennes sont le précurseur, enfin sont assez typiques du changement du mode du conflit armé à l'époque moderne, et qu'étudie Clausewitz, et qui trouveront leur aboutissement total dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avec cette mobilisation totale des sociétés dans la guerre. Pardon. Mais là aussi, on voit bien que la guerre emprunte de nouveaux chemins, le numérique, l'espace, on y reviendra. Et enfin, s'interroger sur la guerre aujourd'hui, c'est interroger donc les représentations. Et moi je pense qu'il est très intéressant de partir de notre rapport à la guerre. Et qui fait que la guerre, pour nous occidentaux, c'est quand même si elle est présente, du moins pour nous Européens, c'est un lieu de mémoire. Parce que il me semble qu'on peut pas parler de la guerre aujourd'hui sans évoquer l'expérience traumatisante et fondatrice des guerres du XXe siècle, qui a profondément modifié non seulement la façon dont nous représentons la guerre, et aussi la façon dont nous la faisons. Et en même temps, voilà, tout ça ne doit pas nous cacher que la guerre est toujours là, et l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie de Poutine, c'en est le dernier et le plus funeste et triste exemple. Donc la guerre est aujourd'hui un lieu de mémoire, c'est le grand 1 que je vous propose. Et en grand 2, je crois qu'on va dire que la guerre est aujourd'hui une réalité en mutation. Alors, la mémoire des guerres européennes a forgé notre horreur du conflit armé, donc 1A, la Première Guerre mondiale, donc évidemment, c'est la première grande guerre mondiale, avec 10 millions de morts, enfin, avec une perfection de l'industrie de la mort, qui fera dire au poète sétois Paul Valéry, dans un article célèbre en 1919, « Nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels », et qui a accouché d'un grand courant, enfin, pas Paul Valéry, mais la Première Guerre mondiale. Voilà, on se promettait que ça serait la terre des terres. Il y a eu les 14 points du président Woodrow Wilson, qui instaurait les linéaments d'une paix internationale, puis la création de la Société des Nations, que finalement les États-Unis adhéreront pas. Hein, et alors la Seconde Guerre mondiale, donc là c'est encore pire, le feu nucléaire, 60 millions de morts, l'Holocauste, voilà, Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945, l'Europe absolument ravagée, voilà, je ne vais pas égrener les destructions, mais si on avait associé depuis les Lumières le progrès scientifique au progrès moral, cette conception, en fait cette foi dans le progrès est morte. Hein, à Auschwitz, à Hiroshima, à Stalingrad, enfin sur les plages du débarquement. Voilà, c'est un choc moral total, et c'est ça qui conduisit les vainqueurs à élaborer un nouveau système international. Donc, alors, le 26 juin 1945, la conférence de San Francisco d'Appellation des Nations Unies. Et il y a aussi les accords de Bretton Woods, selon l'idée que pour garantir la paix, il faut aussi garantir une certaine prospérité économique. Et donc, il faut organiser la guerre économique, si je puis dire. Hein. Voilà.
Bon, mais en dépit de l'alliance des grands, tout ça, ça n'a pas marché, puisqu'assez vite, il y a eu la guerre froide. Et finalement, c'est qu'en 1989 que la scène internationale et l'idée d'une paix universelle s'imposent après la chute de l'Union soviétique. Donc 1989 et la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique en 91. Il y a vraiment eu à cette époque une foi, une espérance, une croyance dans l'idée que le monde allait être meilleur et que voilà, la scène internationale allait enfin débarrasser de son conflit structurant entre l'Est et l'Ouest, allait pouvoir communier dans la collaboration universelle. Et il y a eu d'ailleurs quelques exemples, voilà, les accords d'Oslo sous l'égide de l'ONU, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, une floraison là encore d'institutions internationales, et donc voilà, il y avait une sorte d'esprit post-89, dont un des ouvrages les plus exemplaires est La fin de l'histoire de Francis Fukuyama, dans lequel il diagnostique que la démocratie libérale va s'imposer comme le référent indépassable de nos représentations politiques. Bon, sur quoi il n'est pas tout à fait tort, mais il y avait peut-être une forme d'optimisme voilà, dans son propos, quoique Fukuyama n'a jamais dit qu'il n'y aurait plus de guerre. C'est pas ça que dit Fukuyama. Et d'ailleurs, voilà, alors, un lieu de mémoire, et puis la guerre est mise à distance de la vie de nos sociétés. Donc, la première raison la plus évidente, c'est l'équilibre de la terreur. C'est que maintenant, il y a des puissances nucléaires, et les puissances nucléaires ne peuvent être d'ailleurs que des États, espérons-le. En tout cas, c'est certain que maintenir une puissance de feu nucléaire nécessite un degré de perfectionnement d'organisation qui n'est accessible aux États, et que ce qui rend en réalité aujourd'hui non pas impossible la guerre, la Russie et l'Ukraine le montrent, mais la perspective d'un embrasement mondial est assez improbable, du fait justement qui serait susceptible de monter immédiatement aux extrêmes. Et voilà, la paix internationale dans son ensemble repose en partie sur cette idée d'équilibre de la terreur. Et d'ailleurs, bon voilà, il y a aussi, on tient les guerres à distance par la pacification de l'ordre international par la règle de droit. Donc c'est l'idée que le droit doit est la condition de la paix. C'est une idée que Kant développait dans son projet de paix perpétuelle. Et par ailleurs, il y a un droit international qui règle les conditions de la guerre juste. À quelles conditions avons-nous le droit de faire la guerre ? Et la charte de l'ONU réserve ainsi au Conseil de sécurité le monopole de la violence légitime, sauf en cas de légitime défense, et encore provisoirement. Et bon, dernière idée que je voudrais développer dans ce B, c'est voilà, des guerres qui ne disent pas leur nom. C'est que voilà, bon, on dilue un peu la notion de guerre aujourd'hui, mais on ne parle pas vraiment de guerre, parce qu'en réalité la France est très engagée sur des territoires extérieurs, comme on dit, au Sahel, les opérations Serval, puis Barkhane. Et en fait, c'est des opérations, si vous voulez, c'est pas des guerres. Il y a aussi la suppression du service militaire, qui a quand même brisé le lien de fait qu'entretenait une partie des citoyens avec l'armée et le monde guerrier. C'est que, voilà, enfin, ni vous ni moi n'avons fait le service militaire, sauf peut-être quelques exceptions parmi vous, mais dans la masse des gens en âge de passer des concours aujourd'hui, personne n'a fait la guerre, puisque le service militaire a été supprimé en 1945, et ce qui là aussi met à distance la guerre. Mais voilà, donc réprobation morale forte de la guerre, dilution du rapport à la guerre, mais aujourd'hui, il faut bien constater la permanence du phénomène guerrier, comme s'il était une fatalité. Irak, Syrie, Centrafrique, Sahel. Voilà, donc on va interroger maintenant la permanence de la guerre. Et voilà, il y a tout ce qui est les guerres d'ingérence, d'intervention, qui s'est imposé dans le vocabulaire de la pré-guerre froide pour désigner les opérations militaires destinées à maintenir, imposer ou consolider la paix, qui a été fragilisée, par exemple en ex-Yougoslavie, au Kosovo, en Somalie. Il y a aussi l'idée de droit d'ingérence ou de la responsabilité de protéger,
forgé par le philosophe Jean-François Revel dans le contexte de la guerre du Biafra à la fin des années 60. Et c'est le pouvoir d'intervention de la communauté internationale au sein d'un État aux fins de protection des populations menacées de crimes. Et voilà, et dans l'ordre international, il y a des guerres qui sont autorisées par le système onusien dans une volonté de protection. Ça a été par exemple le cas en Libye. Et bon, finalement, tout ça, c'est toujours un peu ambivalent, parce qu'on voit bien que les intentions ne sont pas toujours, pas forcément pures et parfaites. Et en Libye, d'ailleurs, la France, la Grande-Bretagne ont dépassé le mandat onusien pour finir par abattre le régime de Kadhafi, ce qui n'était pas ce qui était prévu. Nouvelle guerre, les guerres asymétriques, donc j'en ai déjà parlé, qui sont entre des États et entre des groupes. Voilà, et puis finalement, permanence de la guerre, il y a cette idée peut-être du retour des guerres impériales. Donc, il y a la Russie, l'Ukraine, et qui, voilà, enfin, ça faisait quand même assez longtemps qu'il n'y avait pas, enfin, où il y a le conflit aussi dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie et ça m'échappe. Bon, et donc il y a la question des volontés aussi de la Chine sur Taïwan. On ne sait pas très bien. Peut-être que finalement la guerre impériale n'a pas disparu tant que cela. Et donc voilà, B, quelle guerre pour demain? Je pense qu'on peut interroger la question des moyens, des moyens donc, qui peuvent se porter jusqu'à l'espace. Là, l'idée dans cette partie, c'est de voir un peu les perspectives de la guerre, si vous voulez, puisque, voilà, pour donner de la dynamique à votre sujet, de la perspective, la guerre aujourd'hui, quid de la guerre demain, si bien que la France s'est donnée d'un commandement de la cyberdéfense, parce qu'il y a la question du numérique, il y a la question des moyens aussi de la guerre, parce que maintenant on utilise des drones. Ça, c'est intéressant, parce que ça change quand même le rapport à la façon dont on fait la guerre. Puisque la guerre se déroule plus sur des champs de bataille, mais par procuration. Si on parle des nouvelles frontières de la guerre, ou des nouvelles thèmes de la guerre, il y a la question de la guerre climatique, qui est de plus en plus prégnante, enfin qui est un sujet de préoccupation. Et c'est vrai qu'avec la question de la rareté de la ressource d'eau, il y a des experts, la Banque mondiale, qui avertit que près de 1,6 milliard de personnes, presque un quart de l'humanité, vit dans un pays ayant une rareté physique en eau. Et d'ici à 20 ans, ce chiffre pourrait doubler. Bon, voilà, les guerres de l'eau, les guerres du climat, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais en réalité, les experts montrent qu'il y a toujours une rivalité politique sous-jacente, qu'en réalité, la guerre pour les ressources n'existe en l'état jamais purement par elle-même, mais se fait toujours sur fond de rivalité politique, ethnique, culturelle sous-jacente. Et enfin, l'idée qu'il y a de nouvelles sources de déstabilisation, parce que voilà, toute la période des années... voilà, le monde était bipolaire entre 45 et 91, unipolaire sous la gendarmerie de la grande puissance américaine entre 91 et 2001, et enfin, ou la fin des années 2000. Et maintenant, voilà, il y a les BRICS, il y a l'influence de la Chine, et si bien qu'on se demande si cette nouvelle rivalité systémique entre la Chine et les États-Unis va pas aboutir à de nouveaux conflits. Bref, tout ça pour dire que voilà, notre monde n'est pas totalement pacifié par le droit. Donc finalement, l'idée de paix perpétuelle imaginée par Kant, c'est plutôt un idéal régulateur. Que la guerre, il y a des, voilà, elle se pense un peu sous le binôme rupture-continuité, et qu'en tout cas, c'est une notion dynamique et qu'il est assez difficile quand même de faire des prévisions. Voilà, chère candidate, chers candidats, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je veux vous rappeler qu'elle ne constitue en rien la trame obligée de ce que vous deviez faire le jour du concours. C'est une proposition de correction qui n'a d'ailleurs pas été réalisée dans les conditions du concours, mais qui doit vous permettre de montrer comment est-ce qu'on peut réfléchir à un tel sujet et quel type de ressources on peut mobiliser. Au revoir.